Bonjour Sabine Soubiel. Bonjour Madame Annie de Vivi. Bonjour Laurent Perrault. Bonjour Annie. Vous êtes les formateurs et directeurs de l'Institut Gineste Marescotti Restauration. Donc, vous intervenez dans les établissements pour enseigner la restauration et tous les enjeux de la restauration sur tous les plans. Vous allez nous présenter aujourd'hui une réflexion que vous avez entre les enjeux de la restauration et la liberté individuelle et collective. On va vous laisser la parole et vous avez un support pour nous présenter tout ça. Ouais. Allez-y. Effectivement, je suis responsable du développement des formations de l'Institut Gineste Marescotti Restauration sur le territoire national, mais aussi à l'international. Alors, juste deux petits mots sur cet institut. Il a pour vocation d'accompagner les établissements vers des lieux de vie à travers la restauration avec l'éclairage de la philosophie de l'humanitude. Une autre de mes fonctions est d'être aussi formatrice, c'est-à-dire que je vais régulièrement sur le terrain accompagner les équipes d'hôtellerie, restauration et de soins vers le temps repas et ce qu'on en attend avec une démarche philosophique. Moi, je suis Laurent Perrault, cuisinier spécialisé en texture modifiée et formateur humanitude restauration. Nous avons choisi de traiter aujourd'hui le sujet du colloque de cette année qui s'intitule ainsi « Et si les libertés rimaient avec réalité ?» Quant à nous, nous avons axé nos réflexions sur la liberté des professionnels dans le cadre du projet d'hôtellerie-restauration, ainsi que les impacts sur le repas et la place de ce repas dans les établissements d'accueil. Nous voulons aussi montrer que si les professionnels agissent dans un cadre légal et réglementaire, parfois contraignant et souvent entravant, en tout cas c'est vécu comme tel et c'est ce que nous, en général, nous rapportent les équipes souvent pendant nos formations, nous pensons que la meilleure façon de lever ces contraintes, c'est de rendre justement ce cadre légal et réglementaire compatible avec ce que chacun en attend, c'est-à-dire les bénéficiaires, mais aussi les professionnels. Merci. Dans ce sens, nous allons démontrer que l'importance du cadre philosophique dans la pratique professionnelle, notamment dans le domaine de la restauration collective, est en lien avec le plaisir de manger. Car nous savons au moins depuis Montaigne que si la connaissance éclaire l'homme, la philosophie, quant à elle, donne le sens. D'une part, parce qu'elle va proposer une démarche de réflexion et de questionnement, et d'autre part, parce qu'avec le retour sur les actions produites, elle va l'aider à s'ajuster au monde qui l'entoure. Cette éthique fait évoluer les pratiques et les cultures changent. Elles se modifient pour s'adapter au temps, aux attentes et aux connaissances. La culture soignante, quant à elle, n'est pas exempte de ces changements et les philosophies de soins qui se sont succédées sont la preuve de ces évolutions. Il semble loin le temps où les professionnels devaient nourrir les personnes à tout prix et à n'importe quel prix. Cependant, le cadre légal et réglementaire est-il suffisant pour répondre aux attentes gastronomiques des clients et celles des professionnels qui en prennent soin? Nous allons tenter de démontrer en quoi cette sagesse portée par le mot philosophie va donner du sens au prendre soin et une nouvelle idée du repas, permettre aussi de créer une gastronomie ajustée aux personnes accueillies, libérer le professionnel de ses doutes et inquiétudes et pourquoi pas transformer ces établissements en lieux d'influence gastronomique. La liberté, d'après la définition, c'est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercées par une autre personne. Elle fait partie des droits naturels et imprescriptibles, ceux que possède tout individu du fait de son appartenance à l'humanité. Cependant, nous savons que les particularités de l'être humain, dont dépend de sa vie mais aussi sa survie, sont sa capacité et son besoin de vivre, en tout cas de bien vivre, donc de vivre en santé, comme l'autre et avec l'autre en lien d'humanitude. Idéalement, cette vie en société fait de chacun un citoyen, un homme libre et égal en droit avec les autres membres de cette même société, de la naissance et jusqu'au bout de la vie. Ce cadre est posé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une référence pour toutes nos institutions. Mais comment trouver un équilibre entre le droit naturel et les droits et devoirs des personnes organisées en groupe, dans toutes les conditions et moments de la vie, dans un contexte institutionnel où professionnels et personnes accueillies interagissent en permanence? Trouver l'équilibre, c'est ce que propose l'approche domiciliaire humanitude, conduisant au lieu de vie avec la mise en œuvre par tous et pour tous d'une philosophie de soins et ses valeurs qui sont l'autonomie, les droits et libertés, la citoyenneté, dans le respect des 5 principes suivants que vous voyez sur le schéma que nous avons mis sur le slide, qui sont zéro soin de force sans abandon de soins,
respect de la singularité et de l'intimité, ouverture vers l'extérieur, vivre et mourir debout, lieu de vie, lieu d'envie. Mais cela, et c'est là que ça se corse un petit peu, on va dire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, repas compris. On va parler un petit peu plus du repas, puisqu'on a commencé à mettre en place le cadre. Si selon la FAO c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme, chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou au moment de se la procurer, ou au moyen de se la procurer, qu'en est-il du repas en établissement? Le fait de non seulement pouvoir se nourrir, mais aussi celui de manger, acte selon lequel, selon Claude Fischler, qui est un sociologue éminent de l'alimentation, il dit « Manger, c'est incorporer non seulement de la substance nutritive, mais aussi de la substance imaginaire, un tissu d'évocation, de connotation et de signification. » Alors ça veut dire que si se nourrir est indispensable à notre survie, éprouver du plaisir en mangeant, la définition même de la gastronomie, c'est indispensable à notre vie quotidienne. C'est notre fonctionnement, donc c'est le levier à actionner quand on parle de repas. Mais que se passe-t-il dans le grand âge dépendant? Les derniers constats concernant le statut nutritionnel des adultes très âgés en situation de dépendance sont aujourd'hui encore préoccupants. En effet, la dénutrition, qu'on appelle dénutrition protéino-énergétique, est évaluée entre 15 et 38%, soit en moyenne, dans les EHPAD, 27% de personnes sont dénutries. Alors en effet, certaines personnes, on le sait, ont des difficultés, voire sont dans l'incapacité de consommer les repas issus de la cuisine traditionnelle proposés dans nos établissements. Alors, les causes sont multifactorielles, on le sait bien, on a les signes d'alerte du Programme national nutrition et santé. En tout cas, les observations nous montrent qu'il y a les problèmes dentaires, les problèmes de mastication, de déglutition, la polymédication, la douleur, la constipation. On va continuer le listage avec les pertes d'habileté dans les praxis, les altérations sensorielles ou cognitives qui peuvent limiter, voire empêcher l'utilisation des couverts pour certains, l'impossibilité de s'asseoir pour d'autres, la déambulation, enfin, le refus pour beaucoup de toute aide au repas. Autant de facteurs qui, d'une part, limitent la prise alimentaire, mais aussi, d'autre part, peuvent mettre le consommateur en danger et le professionnel en échec. Les conséquences sont bien sûr la perte d'estime de soi, mais aussi les risques de malnutrition et de dénutrition, qui sont des accélérateurs de dépendance, il faut bien le souligner, et qui vont entraîner ces personnes dans une spirale bien connue, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a été réfléchie et mise en place par le docteur Monique Ferry et ses collègues. On va constater une aggravation des symptômes physiques et psychiques liés à l'âge et la maladie. Compte tenu de tous ces facteurs, on va dire, ce que nous savons aussi, c'est que les personnes atteintes de syndromes cognitifs majeurs, de troubles neurocognitifs majeurs, principalement liés à la démence de type Alzheimer, sont très exposées à ce risque, parce qu'on a constaté effectivement des pertes de poids considérables, de 30 à 40% dans cette pathologie, à tous les stades de la maladie, et ça précède même parfois les premiers symptômes cliniques. Alors, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la dénutrition impacte les individus. Certes, voilà, il y a des conséquences importantes qu'on vient d'évoquer, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que la dénutrition va bien au-delà de l'individu, parce qu'il y a aussi, outre l'altération de la qualité de vie des résidents et leur mise en danger physique et psychique, elle va impacter fortement l'établissement tout entier. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il va y avoir une augmentation des coûts liés aux soins, à l'achat des compléments nutritionnels oraux, au traitement médicamenteux et aussi à la production des déchets liés à la restauration. Elle impacte aussi les professionnels, on va dire assez gravement malgré tout, augmentation de la charge de travail, des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, finalement, altération de la qualité de vie au travail, dont burn-out et turnover sont aujourd'hui les termes les plus représentatifs. Par ailleurs, et ça c'est vraiment le paradoxe, malgré tout, c'est que ce qu'on constate, c'est que 340 grammes de nourriture préparée, et dans ce compte-là ne sont pas comptabilisés les petits déjeuners, les goûters et les collations, sont jetés aujourd'hui par personne et par jour dans ces établissements, ce qui représente quand même un quart de la production, un quart de ce qui est servi, produit et servi pour une personne qui est à peu près estimée à 1,5 kg. À ce titre, au titre du gaspillage alimentaire, les établissements de santé, hôpital et EHPAD occupent la pole position
du gaspillage alimentaire en collectivité. Nous savons tous que manger est un fait naturel et vital, mais aussi une source de plaisir sensoriel, émotionnel, et c'est aussi un fait culturel, car manger est un événement social, central de la vie familiale comme de la vie publique. À ce titre, le repas est au cœur de la socialisation, un partage de liens d'humanitude, car manger ensemble, c'est en partageant le même repas, partager les mêmes conditions liées à la culture gastronomique de groupe. Cet ensemble de valeurs et de conditions réunies, cette équité gastronomique très codifiée, nous conduisent au plaisir de manger et font du repas un moment particulier, un instant de plaisir partagé. Avec notre concept de gastronomie holistique, nous accompagnons les équipes avec, chapeauté par la diète-éthique, le projet de restauration en établissement en s'appuyant sur ces notions. Les liens entre nutrition et santé aujourd'hui ne sont plus approuvés. Et il est admis que l'alimentation est un déterminant majeur du maintien en santé et de la qualité de vie. La gastronomie reste donc un moyen très sûr de la promouvoir et à ce titre, les professionnels de l'hôtellerie-restauration, à travers leur mission, sont des acteurs incontournables du prendre soin. Les projets de restauration de l'établissement et les projets d'accompagnement personnalisés vont s'articuler avec celles des autres professionnels, le repas étant l'affaire de tous, en droite ligne des valeurs affichées dans le projet d'établissement, socle de l'éthique professionnelle. Cette articulation des projets de services est nécessairement équilibrée, ce qu'explique la théorie du baquet. Alors j'aime bien cette théorie, parce qu'en fait, quand on regarde l'image, eh bien, c'est très très parlant. Je vais essayer de vous le commenter parce que c'est une étude métaphorique d'un système organisé pour être viable, vivable et équitable. L'idée, avec ce baquet, c'est de montrer que tous les éléments du système fonctionnent ensemble et ils ont une importance égale. Ça veut dire que la solidité du système est conditionnée par la planche la plus faible et non la plus forte. En effet, c'est elle qui détermine le niveau de l'eau que peut contenir le baquet et donc ses compétences pour remplir ce rôle. Ce qui signifierait, en ce qui concerne la mise en œuvre, la viabilité et la pérennité des valeurs phares de l'approche domiciliaire et magnitude, que chacune d'entre elles devrait être déclinée en actions produites avec le même niveau de performance par tous les professionnels et pour tous les bénéficiaires, et qu'en négliger une risquerait d'amoindrir la portée des autres et de fait nuire au projet lié au lieu de vie tout entier. Alors, qu'en est-il des professionnels et de leur légitimité? Aujourd'hui, ils sont coincés entre les exigences légales et réglementaires, l'envie et le besoin de répondre aux demandes des personnes et le doute qui les saisit à la lumière des chiffres liés à la dénutrition. Alors, on s'est renseigné malgré tout, parce que c'est très très important de poser les termes et de leur donner effectivement la signification qu'ils sont censés avoir. Si la légitimité est ce qui permet au peuple et aux individus d'accepter sans contrainte excessive l'autorité d'une institution personnifiée par des hommes et considérée comme porteuse de valeurs partagées, cela signifie donc que la légitimité, c'est d'être conforme non seulement aux lois, mais aussi à la morale et à la raison. Et donc, tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime s'il y a un décalage entre les valeurs et le cadre philosophique d'une société, une non-conformité de l'expression des droits naturels. Alors, où il se situe, lui, du coup, le professionnel? Eh bien, le professionnel, c'est celui qui, en produisant des actions en lien avec ses compétences, non seulement dans le cadre légal et réglementaire, mais aussi dans le cadre philosophique, va rendre ses compétences légitimes car elles vont garantir équilibre et équité gastronomique. La légitimité est donc liée et conditionnée au milieu dans lequel elle s'exprime. C'est moins une question d'âge et de handicap qu'une question d'organisation du milieu. Nous, quand on va faire une formation, par exemple, restauration dans une maison d'accueil spécialisée ou un foyer d'accueil médicalisé, bien entendu qu'on va tenir compte des bénéficiaires, on va tenir compte de la population. Mais cette population est toujours double. Il y a les professionnels et il y a les bénéficiaires. Du coup, à nous de nous adapter non seulement aux spécificités du bénéficiaire, mais aussi au milieu dans lequel on évolue. Et c'est vrai qu'en termes de nutrition, c'est vrai que il y a quand même des spécificités qui ne sont pas celles des adultes âgés, certes, et c'est à nous effectivement à nous adapter. Mais on en a les compétences et les connaissances. Mais la mécanique de la réflexion individuelle et collective en 3 dimensions est la même, quel que soit le milieu. En fait, pour nous, le repas en 3 dimensions, c'est vraiment c'est notre outil phare. C'est celui qui nous permet, on arrive à montrer aux professionnels que cet outil phare avec les 4 règles gastronomiques qu'on
qu'on décline dans chaque secteur de ce repas en 3 dimensions, c'est vraiment autant un outil d'évaluation qu'un outil de prescription et d'ajustement permanent, quoi. On l'a rendu le plus simple possible de façon qu'il soit utilisable. Parce que l'idée, c'est effectivement que les professionnels aient des outils, mais qu'ils puissent les utiliser et que ça apporte un plus à leur quotidien et pas un moins. Si c'est des contraintes parce que c'est compliqué, parce qu'il ne sera pas utilisé. Comment ça se passe dans tous les milieux, y compris à domicile? Alors, comment ça se passe? Pareil. Voilà, ça se passe pareil. Comme je le disais, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça, mais ça, c'est d'un point de vue, on va dire que c'est une situation très personnelle avec l'auxiliaire de vie de ma mère. Du coup, j'essaie de lui montrer que, oui, servir à manger à ma mère ou lui faire à manger, c'est pas forcément pour ça qu'elle va manger, en fait. Et cette réflexion repose sur ce qu'ont dit les clients et les consommateurs. Par exemple, quelqu'un, un jour, a dit: «Mais moi, je mange bien si dans mon assiette, ça me convient, si c'est à bonne température, si c'est beau, si c'est mangeable, mais il faut aussi que l'assiette me convienne, mais que je sois dans un endroit où je suis avec des personnes qui me sont sympathiques, que je ne sois pas placée dans des courants d'air, que je n'ai pas le soleil en pleine figure. Enfin, tous ces paramètres, nous les avons analysés, nous les avons listés et on s'est dit oui, au final, il y a bien 3 secteurs particuliers, le dans l'assiette, l'assiette et le tour de l'assiette. Alors, comment faire pour rendre ces secteurs, on va dire, compatibles avec le plaisir de manger? C'est notre travail. Et c'est ce qu'on fait dans les établissements. Il me semble qu'il faut ouvrir. Il est vrai que souvent les cuisiniers se cantonnent sur le côté HACCP, les normes, les quantités, et à être trop sur ce côté-là sanitaire, on oublie que le sanitaire n'empêche pas de faire les choses. L'HACCP, c'est pas la manière qui est importante, c'est le résultat qui compte. Donc, au final, une texture, un manger main, c'est la même chose que le plat servi à tous. Donc, j'invite effectivement les professionnels déjà à réfléchir de la cuisine jusqu'à la salle en tenant compte, mais bien sûr, des marchés, des faisabilités. Mais bon, le handicap, je connais un peu moins. Ayant travaillé dans un EHPAD, il n'y a pas de limite à ce projet-là. Les seules limites sont les craintes, mais quand on sait, au final, on fait. La pluridisciplinarité, ça c'est hyper important aujourd'hui que l'équipe d'hôtellerie-restauration se décloisonne un peu. Je n'irai pas s'ouvre au monde, mais sont des parties prenantes de cette collectivité, de cette société que représente un établissement. Ils sont des parties prenantes et aujourd'hui, ils sont encore un peu trop… alors, je ne sais pas si c'est eux qui se mettent de côté ou si on les met de côté. Ou, on ne sent pas aujourd'hui qu'ils sont intégrés trop intégrés à une démarche. Voilà. Même, nous, on peut le constater, mais ils le disent aussi en formation. Ce qu'il faut constater avec les professionnels de la restauration collective, c'est qu'effectivement, dans notre formation initiale, les écoles hôtelières, les CFA ou peu importe le parcours, il n'y a pas forcément un enseignement sur cette cuisine un peu particulière. Donc, ces cuisiniers sont non seulement dans le manque de connaissances, et puis il y a le monde des soignants. Il est donc important que chacun fasse un pas vers l'autre. Bon, mais le cuisinier, effectivement, il faut lui laisser de la place dans les projets, mais il faut que lui aussi prenne sa place dans les projets. Et pour gagner cette légitimité, il me semble, c'est commencer déjà, en premier, sortir de la cuisine, aller voir les clients et ensemble, avec les professionnels et les clients, travailler sur une gastronomie qui va à tout le monde. Et en fait, l'originalité, nous, de notre formation, c'est un peu de prendre un peu l'histoire à l'envers. On a toujours, si on parle de la dénutrition, on est obligé d'en parler. On en parle parce que ça fait partie de l'exposé et je trouve que c'est important quand même de définir un petit peu les bénéficiaires de la cuisine, ça c'est sûr. Mais faire manger les gens, c'est beaucoup plus porteur, on a beaucoup plus de résultats que de limiter la dénutrition. Nous, on a eu cette intention de ne pas partir de la dénutrition, mais de partir de l'assiette. Voilà. C'est un peu à l'envers des façons, on va dire, un petit peu plus classiques de concevoir le repas. Ça veut dire que si on part de la nutrition, on va faire du repas juste du soin ou du domaine de l'infirmière ou que du domaine de la diététicienne. Ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de penser que le repas, ce n'est qu'une question de cuisinier. Oui, ça va démarrer de lui, mais ça va être étayé par tous les autres professionnels qui vont l'aider de par leurs compétences et leurs connaissances à s'ajuster. Voilà.
Qu'en est-il donc du cadre légal et des recommandations? Les dernières recommandations, quant à elles, fixent comme objectif de diminuer de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025 et de réduire de 20% le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries, vivant à domicile et en institution. Les lois de 2002, quant à elles, rénovant l'action sociale et médico-sociale, mais aussi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, quant à elles, décrivent l'obligation faite aux structures de répondre aux attentes, besoins et aux droits des personnes accueillies et accompagnées. Donc de respecter leur goût, leur rythme, leur habitude de vie et leur culture, sans aucune distinction sociale. Celle-ci étant illégitime si elle ne contribue pas à l'utilité commune, en référant à l'article 1 de la Déclaration de l'homme et du citoyen. Dans ce cas, le projet hôtellerie-restauration d'un lieu de vie va devoir allier les lois, les recommandations, mais aussi les valeurs, ce qui montre qu'il va falloir trouver l'équilibre entre le cadre légal, réglementaire et philosophique. Nous avons identifié 3 indicateurs qui vont permettre de mesurer la cohérence et l'ajustement de ce projet hôtellerie-restauration. Donc, le premier indicateur, c'est le pourcentage de dénutrition dans l'établissement, qui va être croisé aux dépenses liées au CNO, les compléments nutritionnels oraux, ainsi, comme dit précédemment, le poids des déchets alimentaires. Donc, nous pouvons imaginer qu'à temps zéro, l'établissement va faire une photo instantée de ces indicateurs et puis va mettre en place des actions avec tous les professionnels en lien avec le projet hôtellerie-restauration. Et dans 6 mois, refaire une photo et savoir les améliorations et puis les réglages sur les points critiques. Au regard du cadre philosophique, le manger même est une des réponses envisageables et liées à la politique actuelle de santé publique, liée à la prise en charge de la dénutrition et des personnes accueillies. Existant depuis la nuit des temps, manger tout un repas avec les doigts n'est plus aujourd'hui une pratique de table courante et acceptable. Elle fut abandonnée au profit de la fourchette dont l'utilisation a été très influencée par Catherine de Médicis, puis généralisée au XVIIIe siècle. Synonyme de luxe, surtout utilisé d'abord pour ne pas salir ses vêtements et accessoirement ses mains. L'usage du couteau était déjà fort répandu. Les couverts apparurent sur nos tables et depuis ils sont restés. C'est notre identité gastronomique, nos codes sociaux et nos codes du partage du repas. Depuis lors, il est en effet acquis que s'alimenter est aussi manger proprement. Nous avons donc, et ce à partir depuis 2005, l'introduction du manger-main dans les établissements d'accueil. Nous le devons au gériatre suisse, M. Charles-Henri Rapin, lequel, avec ses équipes, a professionnalisé cette façon de concevoir les repas pour des personnes ayant des difficultés à utiliser les couverts, principalement dans le cadre de troubles neurocognitifs majeurs. L'objectif, en proposant une nouvelle indépendance, est de respecter le rythme, le moment et l'autonomie gastronomique de chacun, de faire que la perte de capacité ne soit pas une punition. Cette liberté au bout des doigts reste une alternative positive, car le danger fréquemment observé d'une assistance au repas et le refus de manger de la personne aidée, mais aussi pour les professionnels libérés de leurs doutes et de leurs inquiétudes. Donc désormais, on peut manger avec les doigts, dignement, car si l'indication de cette technique est cliniquement motivée, les professionnels vont la rendre socialement acceptable. Il est très important, et ce fut alors la nouveauté du projet, de parler du manger-main comme d'une texture adaptée. Une technique culinaire précise dont l'intérêt pour le bénéficiaire a été évalué en pluridisciplinarité, expliqué à l'entourage de voisinage et familial, tant les codes sociaux du repas en sont bouleversés. Le repas évaluatif et personnalisé prescrit sont des outils transversaux d'évaluation, de coordination et de prescription de repas et d'ajustement de toute l'équipe, en lien avec les habitudes alimentaires, les rythmes de chacun. Ils vont permettre cette mise en place par tous les professionnels dans l'espace-temps de restauration. C'est ce travail de création de liens transversaux entre les équipes qui débouchera sur des propositions adaptées à chacun, comme le manger-main, et mises en place par chaque poste. Cette gastronomie cliniquement motivée ne consiste pas à laisser les personnes manger avec les doigts, mais de faire en sorte que toutes celles qui en ont besoin puissent le faire en toute sécurité, dignement, publiquement, du hors-d'œuvre au dessert, avec l'équilibre nutritionnel attendu.
Alors, les normes d'hygiène de l'HACCP, qui sont quand même une charge très lourde dans les productions, les recommandations du GEM-RCN, le groupement d'études du marché de la restauration collective nationale, et le PNNS, le Plan national nutrition santé, qui donnent des recommandations et des outils sur l'alimentation et le maintien en santé, peuvent rendre ce type de mixé recevable, car ils sont recevables non seulement dans le cadre légal, mais aussi dans le cadre réglementaire. Mais qu'en est-il du cadre philosophique? Cette fameuse diète-éthique va proposer le plaisir de manger en toute dignité pour tous les clients. Donc, qu'en est-il des personnes qui peuvent s'alimenter qu'avec les doigts? Aujourd'hui, tous les cuisiniers sont capables de proposer ou de fabriquer ce type de repas. Mais les carences dans leur formation initiale, le manque de formation et d'information par la suite peuvent générer une perte de motivation, voire d'implication dans les projets. Ce que propose la gastronomie holistique serait de travailler le projet hôtellerie-restauration dans son intégralité et en pluridisciplinarité. Par conséquent, ce projet pluridisciplinaire va apporter des connaissances du milieu et des personnes aux professionnels de la restauration. C'est ainsi que va changer la perception de leur métier et le besoin d'apprendre de nouvelles techniques apportées par la gastronomie adaptée. Nous l'avons déjà dit, le manger main n'est pas une texture, c'est une technique culinaire qui doit être apprise, qui est reproductible à l'infini et qui va permettre de proposer des bouchées de faible volume, facilement préhensibles, qui ne doivent ni s'écraser ni fondre, ne pas se casser, ne pas glisser. Cette texture est donc adaptée aux bénéficiaires. Le repas en 3 dimensions, outil d'analyse précis, basé sur 3 secteurs identifiés comme incontournables au plaisir de manger, permettra cet ajustement d'une part en identifiant individuellement et secteur par secteur les entraves au repas, et d'autre part de proposer des solutions personnalisées. La mise en œuvre de cet outil repose donc sur ce qui nous semble être 4 règles fondamentales de la gastronomie en collectivité. Le RISA, rassurer les personnes sur le temps repas, inspirer, ça va être susciter l'envie et donc inventer des nouvelles techniques pour donner envie. Sécuriser en respectant bien évidemment les granulométries et les textures pour la déglutition et autonomiser pour rendre à la personne un maximum d'autonomie sur son temps repas. Le secteur 1, lui, concerne les aliments. Tout ce qui est consommable peut être aujourd'hui proposé en manger main, de l'entrée au dessert, hydratation comprise. Cependant, il n'est pas nécessaire forcément de transformer systématiquement tous les ingrédients, simplement de prendre le temps d'étudier le menu, les aliments disponibles et d'essayer d'étudier les déclinaisons possibles. Toutes les textures peuvent être déclinées de la texture entière à la texture mixée en passant par la texture hachée. Les menus et recettes, les modes de cuisson, la présentation, les couleurs, la texture, l'aspect, même la température vont être étudiés pour que les besoins nutritionnels, la sécurité et les plaisirs soient compatibles. Ici, vous avez en photo un yaourt aux fruits classique qui a été travaillé avec les équipes pour qu'il puisse être mangé avec les doigts. Donc, la technique a été simple puisque nous étions sur un établissement où les soignants avaient beaucoup de problèmes, surtout avec les personnes déambulantes, et se retrouvaient avec des techniques pour donner à manger qui étaient catastrophiques. Nous avons travaillé avec l'équipe de cuisine pour mettre rapidement en place ce genre de petits cubes. Alors, il n'y a rien de plus, et techniquement, c'est très simple à mettre en œuvre, et ça répond à tout un tas de problématiques. Le secteur 2, quant à lui, correspond à l'équipement que doit apporter les professionnels, les verres, le linge de table, la maîtrise et le confort, la pertinence ou non, la présence des couverts, mais aussi le type d'assiette, l'ergonomie de la table, confortable, sans rebord, sans motif perturbant, avec un liseré contrastant, pour avoir une meilleure vision et un accès facilité. Le secteur 3, quant à lui, concerne l'environnement général du repas. C'est l'hôtellerie adaptée. Elle accompagne les professionnels à réfléchir à un espace dédié. La taille, la situation dans l'établissement, le mobilier, l'éclairage, l'ambiance sonore, le temps dédié à la consommation, la relation possible, les modalités de communication, mais aussi pouvoir prendre le repas avec sa famille ou ses amis. Le service qui valorisera le travail des cuisiniers, l'attitude, la présentation, le respect des bonnes installations, la chronologie des plats et la température adaptée. Pour être vécu comme une expérience gastronomique réussie, cette façon de manger repose donc sur des critères de mise en œuvre précis, en pluridisciplinarité,
pour que le repas reste un moment de plaisir et de partage. Pour cela, la cuisine de collectivité doit s'enrichir de nouvelles techniques pour répondre à cette demande, une gastronomie adaptée à ses consommateurs particuliers. Une vraie révolution culturelle et gastronomique, grande absente des menus, mais dont l'utilité est aujourd'hui prouvée, sa mise en œuvre est dépendante des savoirs, du savoir-faire et de la créativité du cuisinier, qui va devenir un influenceur gastronomique, un professionnel libéré, qui par son statut peut influencer un changement gastronomique dans le milieu de l'accompagnement de la dépendance.